Bonsoir, bienvenue à cette 16e rencontre Paris J'écris. J'aimerais commencer déjà par remercier le Labo de l'édition qui nous accueille ce soir, et en particulier Nicolas Rodelet, Sonia Akhtar et Roxane Bittard, qui m'ont aidé à organiser cette série de conférences ici. Et donc il y a ces quatre conférences au mois de mars et au mois d'avril qui ont pour thème très vague et très général apprendre à écrire. Et ce soir, c'est le premier envoi, un peu théorique, un peu général, et on viendra dans les détails plus pratiques et plus appliqués dans les prochaines rencontres. Donc le Labo de l'édition, c'est un incubateur d'innovation. Et c'est un peu le lieu idéal pour ce genre de rencontre. Donc, comme son nom l'indique, le Labo de l'édition participe à la transformation numérique de l'édition française. Et en fait, les entrepreneurs que le Labo accompagne dans leur mission défient le statu quo. Ils veulent changer le monde. Et en fait, il y a un parallèle à faire avec les écrivains. Les écrivains, s'ils ne changent pas le monde, n'ont pas moins d'ambition puisqu'ils veulent changer notre manière de voir le monde. Et c'est une autre manière de défier le statu quo. Donc l'ambition de ces rencontres littéraires, c'est d'aider les aspirants écrivains à devenir écrivains, à transformer leurs rêves en réalité, leur imagination en création. Et pour moi, la littérature, c'est une forme de contestation de la vie dans ce qu'elle a de plus quotidien et un peu désincarné, déshumanisé. L'art fait concurrence d'une certaine manière à la vie, et c'est une manière de dire que le monde ne suffit pas, le monde matériel ne suffit pas, le monde tangible et rassurant ne suffit pas, et d'une certaine manière, le monde n'existe pas tant qu'il n'est pas vu avec un regard pensé, conscient, attentif à la réalité, pour essayer de la décrypter, pour essayer de lui donner un sens, et non pas comme on le fait tous les jours, en regardant à peine ce qui nous entoure de manière hâtive et à peine consciente, mais vraiment de manière quasi maniaque, obsessionnelle. Et c'est en ayant ce degré d'obsession et de maniaquerie qu'on peut, comme ça, voir des choses que le commun des mortels ne voit pas parce que trop pressés de vaquer à leurs occupations quotidiennes. Donc les écrivains révèlent le monde d'une certaine manière par leur style, par leur regard, par leur voix, et ils détruisent un consensus en se faisant parce que par l'habitude, une certaine habitude de voir s'est installée, et en proposant une autre manière de voir, ça déstabilise ce consensus. Donc c'est en cela que je dis que la littérature est une forme de contestation. Et en fait, tout écrivain, d'une certaine manière, réinvente la beauté, puisque le propre d'un artiste, c'est de créer quelque chose de beau, mais le beau n'existe pas en soi. Le beau est créé par le regard qui regarde la chose. Et en proposant un regard neuf, on propose d'autres catégories de beauté, on redéfinit la beauté. Et ça, c'est très important. Et mieux vaut ne pas maintenir artificiellement en vie une forme obsolète de beauté et en créer une nouvelle, qu'essayer de maintenir en vie quelque chose qui ne convient plus à notre mode de vie, à notre mode de pensée. Ce n'est pas la peine, en 2016, d'essayer de faire, je ne sais pas moi, un sonnet, alors que depuis, on a inventé le vers libre, la prose poétique et tout ce que vous savez. Donc, vous pouvez tweeter, si vous voulez live tweeter, débattre sur Twitter, contester si je dis des bêtises, avec le hashtag Paris J'écris. Qui vient pour la première fois, en fait? Ah, pas mal. Bon, ben, re-bienvenue. C'est une très bonne soirée pour commencer, parce que là, j'essaye de tout reprendre de A à Z. Pour ceux déjà qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut Malfoy, je suis écrivain. J'ai publié à 29 ans mon premier roman chez Grasset. Et en me lançant dans l'écriture, en fait, j'ai fait plein de bêtises. J'ai fait toutes les erreurs possibles, enfin, que tout le monde fait, en fait, que vous êtes peut-être en train de faire.
Et je me dis que si je peux vous permettre d'éviter ce genre d'erreur, vous arriverez à prendre des raccourcis que moi j'ai mis du temps à remarquer et à prendre, et éviter toutes les phases de découragement, voire d'abandon que le genre d'impasse et de blocage que rencontre un écrivain inexpérimenté peut générer. Donc depuis 2015, en fait, j'initie les aspirants écrivains à la création littéraire au sein de ma formation Écrire. Et on va chercher ce soir à comprendre comment on devient écrivain. Parce que je pense vraiment que le talent littéraire n'est pas un don comme ça divin, mais qu'il s'acquiert, qu'on n'est pas écrivain, qu'on le devient. Et parce qu'en France, c'est pas quelque chose qui est rentré dans les mœurs. Et donc là, ce soir, sera davantage le savoir-être de l'écrivain, et dans les rencontres qui vont suivre, plutôt le savoir-faire. Parce que moi, je pense qu'il y a autant une partie savoir-être, et peut-être plus de savoir-être que de savoir-faire dans le métier d'écrivain. Parce que la part de technique est assez facilement assimilable, et c'est le savoir-être qui va transformer en fait le savoir comme ça, technique, mais pas encore assimilé par la sensibilité de l'écrivain, en un truc de vraiment intériorisé, et faisant partie de sa sensibilité. Je commence par une citation de Maupassant qui disait dans sa préface célèbre que le talent est une longue patience. Et en cela, c'était un élève de Flaubert. Et c'est vrai que le talent est une longue patience. C'est le naturaliste Buffon qui disait également que le génie n'est qu'une plus grande aptitude à la patience. Et c'est la première de vos qualités, si vous voulez devenir écrivain à part entière. Et sans cette qualité primordiale, vous n'arriverez pas à mettre en œuvre toutes les autres qualités nécessaires pour écrire. Elles seront inopérantes ou vaines. Parce que devenir écrivain, ça prend du temps, c'est long, c'est parfois pénible, c'est souvent exaltant, et c'est rempli d'impasses et de moments de mou. C'est un peu un oscillogramme, et il y a autant de crêtes que de creux. Et si vous n'avez pas cette patience et cette rigueur de vie et d'écriture qui vous fera tenir jusqu'au bout de l'écriture de votre livre, que ce soit un roman, un recueil de poésie ou un essai, à chaque moment de creux, vous aurez envie d'abandonner. Et pour commencer à vous désespérer dès maintenant, pour laisser tout le désespoir au début et continuer sur des encouragements, je me permets de vous indiquer que 99% des manuscrits sont refusés, enfin presque plus que 99%. C'est une statistique très personnelle que j'ai établie en lisant des manuscrits à longueur de journée chez De Noël et chez Grasset. Et si les manuscrits sont refusés, c'est pas parce que imbécile d'éditeur, on est incapable de comprendre votre génie. C'est tout simplement parce qu'ils sont mauvais. Quand je dis mauvais, c'est vraiment mauvais. C'est très 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 mauvais. C'est lisible, c'est grammaticalement et encore grammaticalement correct, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose à retirer. Donc vous ne voulez pas être dans ce cas de figure, vous voulez faire partie du millième de manuscrits qui sont récupérables, parce que le manuscrit qui est bon, et surtout le manuscrit d'un premier roman qui est bon dès le début, c'est vraiment très, très rare, voire enfin j'en ai jamais, si j'en ai vu un, j'allais mentir, j'en ai vu un. En général, si vous n'êtes pas parti, faites pas partie du gros lot de manuscrits refusés, vous faites partie des c'est bon, mais il y a des choses moins bonnes. Et comment garder le bon?
corriger le moins bon. Enfin voilà, c'est une alchimie délicate et la correction d'un premier roman est aussi compliquée que l'écriture du premier roman. Parce que de la même manière que vous n'avez aucune expérience de l'écriture du premier roman, par définition, vous n'avez aucune expérience de la manière de le corriger pour retirer le moins bon en conservant le bon. Et ça a été aussi mon problème. D'une part, j'ai fait de grosses bêtises au cours de l'écriture et j'en ai fait encore de plus grosses en corrigeant. Parce que c'est normal, hein, je ne suis pas en train de me flageller en public pour le plaisir. C'est tout à fait normal et c'est pas à ce moment-là qu'il faut se décourager. C'est au contraire à ce moment-là qu'il faut réinvestir votre ambition du début, qui était forte, qui était exaltée, pour continuer, parce que vous avez quand même écrit pendant 1, 2, 3 années de suite pour finir le premier jet. Donc c'est pas à ce moment-là qu'on arrête, sinon vous vous déprimez, à juste titre. Et pourquoi les manuscrits sont mauvais? En premier lieu, c'est parce que la plupart des gens ne savent pas lire et qu'il faut réapprendre à lire pour mieux écrire. Quand je dis que la plupart des gens ne savent pas lire, bien sûr que vous savez lire, que vous savez décrypter le français quotidien, et tant mieux pour vous, tant mieux pour l'école républicaine, mais le français quotidien n'est pas le français littéraire, et c'est quelque chose qu'on n'apprend pas en cours, en fait. Hélas, pour vous. C'est assez bizarre, d'ailleurs, qu'on ne nous apprenne pas à lire de la littérature. On nous apprend à utiliser la méthode d'analyse de texte du programme scolaire, mais pas à lire pour le plaisir et à comprendre en quoi le plaisir de votre ressenti de lecteur, pourquoi ce plaisir, en quoi les qualités d'écriture de l'écrivain influencent votre ressenti de lecteur, et si vous voulez ensuite devenir écrivain, comment récupérer cet aperçu de qualité d'écriture et cette transformation de qualité d'écriture en impression de lecture à votre escient pour, à votre tour, bien écrire. Et ça s'apprend sur le tas, hélas. Moi, j'essaye à mon échelle de le transmettre. Je me permets de vous indiquer au passage l'URL d'un billet de blog où j'essaye de faire une petite typologie de livres à lire pour réapprendre à lire et, par voie de conséquence, apprendre à écrire. Notamment les cours de littérature de Nabokov, j'en suis fan, et c'est vraiment très intéressant. Il vous réapprend à lire Madame Bovary, il vous réapprend à lire les chefs-d'œuvre russes, Kafka, tout ça. Moi, je pense que la lecture fait vraiment partie de ce qu'on appelle la création littéraire. La création littéraire, ce n'est pas seulement un type qui s'assoit le soir devant son ordinateur pour écrire 200, 300, 400 pages. Ça, c'est la phase productive de la création littéraire, mais il y a aussi une phase de recréation, qui est la phase de la lecture. Et là, en fait, la lecture est beaucoup plus créative que l'écriture, parce qu'un lecteur n'a que les phrases laissées par l'écrivain pour reproduire avec sa propre imagination tout un monde imaginaire qui lui est proposé par un parfait inconnu. Et il n'a que ces quelques phrases pour essayer d'imaginer ce qu'a voulu exprimer et transmettre au lecteur l'écrivain. Et si c'est un bon écrivain, puisque vous avez très bon goût, si c'est un bon écrivain, il a sans doute bien plus suggéré qu'il n'a écrit. Parce que la part de son monde imaginaire qu'il veut transmettre est bien plus grande que ce qui apparaît avec cet amas de phrases. Et le rôle d'un bon lecteur, c'est d'essayer de voir ce qu'il a essayé de suggérer. Il y a deux types de lecteurs. Il y a les gros lecteurs et les grands lecteurs. Les gros lecteurs, c'est des lecteurs qui lisent par boulimie, qui peuvent avaler n'importe quoi, ça ne les dérange pas. Et il y a les grands lecteurs,
Et ce sont des lecteurs qui lisent par goût du beau et avec discernement, qui essayent de comprendre en quoi ce qu'ils lisent est bon ou mauvais, et si c'est bon, que retenir de cet aperçu de la beauté pour la réinvestir ensuite dans sa propre production littéraire. Et inversement, ce qui est mauvais, pourquoi c'est mauvais, en quoi ça limite la qualité du livre, et pourquoi il ne faut surtout pas écrire comme ça. Et si vous ne lisez pas avec discernement, jamais vous n'arriverez à écrire juste. Et écrire juste, c'est écrire avec tact, écrire avec sensibilité et avec suffisamment de personnalité pour proposer au lecteur quelque chose de bien senti et quelque chose de neuf. Et inversement, l'écriture est beaucoup plus destructive en ce sens où un écrivant avance par destruction successive d'un ensemble de préjugés, d'un ensemble de clichés, d'un ensemble d'habitudes de penser et de voir et de parler, qui sont naturelles, qu'il est naturel d'avoir quand on commence, parce que quand on commence, on a encore en tête la conversation du quotidien qui n'est qu'un amas de clichés, et on a tendance naturellement à les distiller comme ça sans s'en rendre compte dans sa propre écriture. Mais la littérature n'est pas une simple conversation, c'est complètement différent. C'est une manière de recréer une nouvelle langue avec les mêmes mots que votre langue maternelle, mais différemment. C'est un réapprentissage de la langue maternelle. Et si vous ne faites pas l'effort de... Rémy de Gourmont, qui est un écrivain symboliste de la fin du XIXe siècle, avait cette définition du style qui me paraît assez juste. C'est avoir du style, c'est parler un dialecte étranger dans sa propre langue maternelle, quelque chose comme ça, je cite de tête, tout en étant compris par tout le monde. C'est à la fois quelque chose de singulier et quelque chose d'universel. Et pour le faire, il faut utiliser les mêmes mots que tout le monde, mais différemment. Par des images littéraires, par un rythme particulier, par tout ça. Pour bien écrire, et ça je le répète à tous mes élèves, il faut écrire avec l'imagination du lecteur. Et maintenant, j'ajoute, pour bien lire, il faut lire avec l'imagination de l'auteur. Parce que, de la même manière qu'il y a un défaut chez les écrivains qui, et ça c'est un défaut bien excusable, quand on commence à écrire, on a une peur qui vient assez naturellement, c'est de se dire attention, le lecteur ne va pas me comprendre. Et tout de suite, de par cette peur qui est un peu le péché originel de l'écrivain débutant, on a envie d'ajouter à ce qu'on avait déjà écrit tout plein d'explications, des sous-titres, des modes d'emploi des personnages. Donc si votre personnage est triste, ben vous expliquez bien qu'il est triste, et le lecteur avait déjà compris qu'il était triste puisqu'on le voyait pleurer. Et de la même manière, quand vous lisez, ne lisez pas avec votre imagination, enfin avec votre imagination personnelle, parce qu'il y a certains lecteurs qui, lisant, éprouvent une certaine émotion par le ressouvenir que certains passages du livre peuvent amener, parce qu'ils partagent une expérience commune avec les personnages dont l'écrivain raconte l'histoire, ou comme Madame Bovary, ils essayent de s'identifier au personnage. Et comme Madame Bovary se suicide de désespoir en se rendant compte que la vie, c'est pas comme la littérature, et que la vie ne correspond pas aux lectures naïves que Madame Bovary pouvait en avoir. Et bien là, c'est un peu pareil que quand on veut bien écrire, pour bien lire, il faut essayer de faire abstraction de son ego, parce que l'œuvre d'art, en fait, dépasse à la fois l'auteur et le lecteur. C'est une co-création entre l'auteur et le lecteur,
Et le but, c'est de faire advenir quelque chose qui échappe aux deux. C'est pas le but d'un écrivain, c'est pas d'exprimer son petit ego de manière narcissique. Et le but d'un lecteur, c'est pas de retrouver de manière tout aussi narcissique des expériences passées pour essayer de les revivre. Le but, c'est de créer quelque chose d'autre qu'on appelle une œuvre d'art. Et ça commence, je pense, par déshabituer son regard, le déprogrammer, essayer de voir le monde différemment de ce que la plupart des gens ont l'habitude de le voir. Et ça passe, je pense, par essayer de créer un écart entre le monde et soi-même, essayer de ce dédoublement, de vivre tout en regardant le monde évoluer et voir comment il évolue et voir s'il évolue bien. Et essayer de comprendre son ressenti par rapport à ça. Et c'est ce décalage, en fait, qui va signer la singularité de votre regard et de votre voix, qui forme les deux composantes du style d'un auteur. Il me semble qu'en France, on a peur d'apprendre à écrire aux aspirants écrivains par peur du formatage. J'avais lu un article dessus, mais attention, est-ce que... parce que vous savez, il y a quelques formations universitaires en France qui ont des masters de création littéraire. Et à ce sujet, il y avait eu un article, une interview, et la journaliste, un peu bêtement, il demande à la responsable du master, mais vous n'avez pas peur de formater vos élèves? Mais le problème, c'est qu'en l'état actuel des choses, les aspirants écrivains sont déjà formatés. Et je suis désolé de vous le dire, ils sont formatés par manque d'expérience. Pourquoi les manuscrits sont mauvais? C'est parce que personne ne vous apprend à écrire. Et tous les manuscrits mauvais se ressemblent. Ils ont tous les mêmes défauts. Et alors que le bon manuscrit est une sorte de truc un peu rare et un peu différent. Et le bon manuscrit est tellement évident que l'éditeur qui le voit passer a tout de suite envie de le publier. Donc je crois assez peu au mythe du génie incompris ou du bon manuscrit refoulé, et parce qu'il est évident en fait. La chose moins évidente, c'est le bon mais améliorable. Ça, c'était mon cas de figure. Et si vous n'avez pas un éditeur patient qui vous coach, ça peut finir à la poubelle. Donc en fait, le chemin à suivre, je ne peux pas l'emprunter à votre place. Je ne suis pas là pour écrire, pour vous tenir la main et écrire le livre que vous avez en vous à votre place. Je peux par contre vous l'indiquer et vous déconseiller d'autres chemins qui, à mon sens, sont à éviter quand on veut écrire un bon livre et quand on veut devenir un bon écrivain. Par exemple, certains écrivains, contrairement à moi, pourraient estimer que le style, c'est pas grave, et j'en entends de temps en temps à la radio, que les clichés, c'est pas si grave, ce qui n'est pas du tout mon avis personnel. Et en fait, il y a beaucoup de manuscrits mauvais qu'on reçoit en tant qu'éditeur. Il y a beaucoup de livres mauvais qu'on trouve en tant que lecteur dans une librairie. Et ne le prenez pas comme une invitation à mal écrire et comme une invitation à vous inspirer des mauvais écrivains. Parce qu'il y a des mauvais écrivains. Si tous les éditeurs faisaient leur travail, il y aurait bien peu de choses en librairie. Et il n'y a qu'à voir la liste des meilleures ventes de livres. Prenez cette liste et à part peut-être une exception de temps en temps, c'est rempli de clichés. Donc c'est dommage parce que les bons auteurs sont pas forcément les plus connus, mais vous écrivez pas pour être lu
par beaucoup de gens tout de suite. Vous écrivez pour être lu longtemps, c'est-à-dire dans 100 ans peut-être qu'on vous lira encore. Ça, c'est ma mégalomanie personnelle. Après, si on peut être lu par beaucoup de gens dès maintenant, j'achète, je suis preneur. Mais parfois, c'est incompatible, parfois, c'est compatible. Ça dépend vraiment du temps, de la lubie d'un journaliste pour vous ou pas, ou de l'air du temps. Si le sujet dont vous traitez accroche un peu l'opinion et trouve une résonance dans l'opinion et dans les médias, ça peut faire une très belle réussite en librairie. Mais ne jugez pas de la qualité d'un livre sur le battage médiatique. C'est souvent trompeur et c'est souvent une manière de confondre notoriété et gloire. La gloire, ce n'est pas la célébrité, c'est une juste récompense d'un talent littéraire qui peut venir trop tard, ça arrive, mais qui vient. Le problème, quand on acquiert de l'expérience, c'est qu'on perd une partie de son innocence. Et ça, je suis en train de le vivre, c'est très douloureux pour moi. Parce que j'espère ne pas vous déprimer en vous disant que c'est très compliqué de devenir écrivain et qu'il faut beaucoup de labeur, beaucoup de temps, beaucoup de patience et tout ça. Le grand mérite de manquer d'expérience, c'est qu'on est complètement inconscient de ce dans quoi on s'embarque. Ce qui est le cas de toute personne qui se dit le matin, bah, tiens, je vais me mettre à écrire. Et c'est une chance que vous devez saisir. Si c'est vraiment votre premier livre que vous comptez ou que vous êtes en train d'écrire, c'est précieux parce qu'on ne sait pas du tout ce qu'on est en train de faire. Et du coup, on n'a pas cette peur du métier qui rentre après coup. Parce que là, je suis en train d'écrire mon second roman et je me rends compte que c'est beaucoup plus compliqué. Et je ne suis pas le seul à le dire. Et pour la simple et bonne raison que après l'écriture de son premier roman, on comprend un peu comment ça fonctionne. Déjà, on comprend que c'est très compliqué et que c'est assez pénible et que quand on finit, on est sur les rotules. Et on commence à comprendre ce qu'on avait intuitivement deviné, à savoir qu'il faut éviter les clichés, qu'il faut éviter les explications inutiles, que ce n'est pas la peine de tout dire, qu'il faut faire confiance au lecteur, que ceci, que cela. Donc, arrivé au second roman, on a un peu plus de métier, on a un peu plus conscience de son art, mais la conscience de l'art vient avec une plus grande difficulté à le mettre en pratique, puisque maintenant, moi, j'ai davantage conscience de l'effet de mes phrases, de ce qui fonctionne, de ce qui ne fonctionne pas. Et donc, du coup, j'écris avec beaucoup plus de prudence, en fait. Et la prudence est un grand défaut quand on écrit, parce qu'on a tendance à se crisper et à se regarder écrire au lieu d'écrire de manière complètement inconsidérée et enfantine. Et il faut garder, autant que faire se peut, cette innocence, cette inconscience qui est l'élément un peu déclencheur, un peu productif du geste de l'écrivain. Ensuite, bien sûr, votre esprit analytique et votre sang-froid va venir après coup pour relire ce que vous avez écrit et supprimer la majeure partie, parce qu'il faut supprimer la majeure partie de ce que vous allez écrire, et c'est normal, hein, ça fait partie du jeu. Donc voilà, essayez de conserver c'est un paradoxe, hein, essayez d'acquérir l'expérience et de conserver l'innocence que l'expérience a tendance à faire disparaître. Parce que sinon, on devient un monstre de science et d'érudition et un incapable stérile et improductif. Et vous vous retrouvez à donner des cours en fac ou je sais pas quoi. J'espère qu'il n'y a pas de prof. Si, mince. Si on écrit aussi pour laisser un héritage, on écrit contre l'oubli, pour laisser une marque ou une trace, quelque chose comme ça.
Et c'est une belle ambition à avoir, et c'est cette ambition-là qui vous maintiendra en vie le temps d'écrire vos chefs-d'œuvre, tout simplement. Parce que sans ambition, on ne fait rien. Ça, j'en suis convaincu. Et, et écrire pour le plaisir d'écrire, c'est pas de la littérature, c'est de la graphomanie. Et il y a de grands écrivains très connus qui ont des prix littéraires qui sont graphomanes. Et c'est pas forcément ce que vous cherchez. Comme dirait Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Et donc, en gros, voir grand, commencer petit. Commencer petit est très important. Parce que ça sert à rien de se réveiller le matin en se disant je veux écrire le nouveau chef-d'œuvre de la littérature française, je veux écrire le grand roman français du XXIe siècle. Ça fera 500 pages, il y aura 3 parties, et je ne sais pas quoi. Il y aura 50 personnages. Ça fait un peu beaucoup pour 500 pages. Commencez petit, surtout si c'est votre premier roman ou votre premier livre. Vous n'allez pas vous lancer dans tout d'un coup l'écriture d'un blog de 500 pages. Vous allez commencer petit par un chapitre ou un prototype d'histoire qui sera, je ne sais pas, la recherche de précision d'une image ou d'une intuition que vous avez. Je ne sais pas, moi, vous avez entendu quelque chose à la terrasse d'un café qui vous a interpellé, et vous dites qu'est-ce que je pourrais faire de romanesque à partir de ça. Au lieu de commencer par avoir la folie des grandeurs et d'imaginer tout le livre que ça peut amener, commencer très simplement par poser une scène, des personnages, deux personnages, discutant, échangeant, tombant amoureux, je ne sais pas quoi. Et voyez où ça vous mène. Peut-être que vous n'êtes pas fait pour ce genre d'histoire, peut-être que vous n'arrivez pas à sentir ce genre d'histoire, ce genre de personnage. Et la sensibilité est la qualité essentielle d'un écrivain. Ça ne sert à rien d'imaginer avec votre intelligence des choses qui ont l'air formidables comme ça sur le papier, sur le plan que vous élaborez, si vous n'arrivez pas à incarner les personnages que votre intelligence imagine. Et c'est pour ça qu'il faut tester. Tester vos idées. On n'écrit pas avec des idées, on écrit avec des mots, on écrit avec des phrases et on écrit avec des sentiments. Et pour que le sentiment soit juste, il faut vérifier qu'on est capable de l'éprouver. On peut peut-être pas tout éprouver avec notre sensibilité, notre tempérament, notre caractère. Et moi, je sais qu'il y a certaines personnes que je ne pourrais jamais mettre dans mes romans parce qu'elles m'énervent tellement que je ne pourrais pas écrire dessus. Donc, les 3 qualités d'un écrivain: le courage, l'intelligence, la sensibilité. La sensibilité est la plus importante. L'intelligence vient ensuite pour essayer de remettre dans le droit chemin la sensibilité qui parfois s'égare et s'égare dans du lyrisme mal contrôlé. Le courage, qui est la qualité la moins littéraire des 3, est au départ la plus importante. Parce qu'au départ, quand on commence à imaginer son livre, ça paraît génial, mais quand on commence à travailler sérieusement dessus, tout d'un coup, ça paraît moins génial, un peu flippant et beaucoup plus compliqué que prévu. Et si vous n'avez pas le courage pour travailler votre intuition de départ, pour travailler votre talent, parce que ce n'est pas tout d'avoir de l'intelligence et de la sensibilité. Au départ, c'est mal dégrossi. Au départ, c'est une image littéraire pour 9 clichés. Au départ, votre intelligence, ce n'est pas forcément des visions d'une grande finesse. Ça peut être des lieux communs, ça peut être des choses assez convenues. Et si vous n'avez pas le courage de travailler tout ça pour en retirer la seule chose de valeur, la seule chose nouvelle et intéressante pour vos lecteurs, c'est pas la peine. C'est terrible, les gens un peu doués
d'une sensibilité littéraire, mais qui n'ont pas le courage de l'exprimer au bout de son potentiel. Et en général, ça donne des gens assez frustrés, qui finissent assez amers, et je ne vous souhaite pas de finir comme ça. Donc du courage, de l'intelligence et de la sensibilité. On n'est pas artiste sans qu'un grand malheur s'en soit mêlé. Jean Genet. Et ça, je suis assez d'accord. Alors, un grand malheur, ce n'est pas mélodramatique, ça peut être un grand malheur d'amour-propre, qui est assez petit finalement. Mais à l'échelle d'un individu, ça peut être tout un monde. Je prends souvent l'exemple de Stendhal, qui n'a pas eu d'autres grands malheurs dans sa vie que des malheurs d'amour-propre, parce qu'il avait un amour-propre assez sensible, voire hypersensible. Il avait sa petite vanité, il voulait briller, il voulait qu'on le remarque, mais en même temps, il trouvait insupportable les vanités des salons parisiens. Mais il voulait briller dans ces salons. Voilà, genre de contradiction qui pourrit la vie de quelqu'un. Parce qu'il avait grandi dans sa première jeunesse entouré de livres, et son imagination était purement littéraire. Donc il n'avait aucune notion de la vie pratique, il ne savait pas du tout comment se tenir dans un salon parisien, et arriver nourri de son imagination littéraire dans un salon parisien, pensant être le nouveau prince et le nouveau seigneur que tout le monde admirerait. En fait, personne ne l'aperçoit, et c'est bien normal. Et donc du coup, il était assez dépité. Et il avait fait l'erreur de confondre ses lectures avec la vie. C'est son grand malheur. Donc ça, je ne vous demande pas d'avoir un grand malheur familial, personnel, un inceste, je ne sais pas quoi. Ça peut être quelque chose de très débile en fait. Et d'une certaine manière, les héros de Stendhal, qui sont tous des alter ego et des duplicata de sa sensibilité, ont un côté assez pénible par cet amour-propre qui leur fait faire plein de bêtises. On ne parle pas de soi pour parler de soi, on parle de soi pour parler des autres. On parle de soi pour atteindre une certaine universalité du propos, pour essayer d'évoquer une certaine vision de la condition humaine. C'est moins une expression personnelle qu'une tentative de transmission, de connexion entre la sensibilité de l'auteur et la sensibilité du lecteur. Et si vous restez comme ça coincé sur votre ego, sur votre petit point de vue narcissique, vous restez un peu au stade anal de la littérature, qui est écrire pour se faire plaisir, et puis quoi après, quoi. Mais là encore, quand je parle de stade anal, on passe tous par là. On passe au début par le petit plaisir narcissique de faire des belles phrases qui sont souvent pas les meilleures. Et il faut apprendre à tuer ces belles phrases pour parler juste. La tentative de faire beau, et ça c'est un de mes nombreux défauts au début, quand j'ai commencé, la tentative de faire beau est la meilleure manière de faire laid. Parce qu'on fait quelque chose d'artificiel, de figé, d'empesé, de tout sauf senti. Et le but est d'émouvoir. Le but, c'est pas de convaincre, le but, c'est pas de démontrer, le but, c'est pas de faire le malin, le but, c'est de séduire, en fait, c'est d'émouvoir, c'est de toucher la sensibilité du lecteur, quel qu'il soit. Le mieux, c'est de ne pas l'imaginer quand vous écrivez. C'est Boileau qui disait le tout est de plaire et de toucher. Donc le plaire, vous pouvez l'oublier parce que c'est peut-être trop courtisan pour notre ère, mais le toucher au sens d'émouvoir est important. Et Boileau, justement, précise que l'esprit n'est point ému de ce qu'il ne croit pas. Et pour émouvoir, il faut faire accroire au lecteur l'imaginaire ou la réalité fictive que vous essayez de faire advenir sur la page. Et si vous n'arrivez pas à lui faire croire l'impossible,
jamais il sera ému. Ça paraît évident, mais c'est bien de le repréciser pour que vous ayez ça en tête à chaque fois que vous écrivez. C'est, je parle dans le cas d'une fiction, si le comportement d'un personnage est complètement absurde et complètement invraisemblable, même si par moment la vie peut atteindre ce degré d'invraisemblance, le lecteur n'y croira pas et ne sera pas ému. Parce que, encore une fois, la littérature n'est pas la vie, et la vie est beaucoup moins rationnelle, enfin, est beaucoup moins cohérente et oui, rationnelle qu'une production artistique et littéraire. Vous ne pouvez pas tout vous permettre. Justement, puisque votre but, c'est de faire accroire au lecteur la réalité de ce que vous imaginez, vous n'allez pas contrecarrer cette tentative en installant au cœur de votre fiction des éléments qui auront tendance à saper la cohérence, la vraisemblance de votre histoire. Et ça, c'est un point qu'il est bien d'avoir en tête si vous écrivez à partir de votre vécu. Si vous écrivez de l'autobiographie, de l'autofiction, tout ce que vous voulez. Parce qu'à partir du moment où on a vécu quelque chose, on se dit, ben, il suffit de le reproduire le plus justement possible sur la page pour convaincre le lecteur, pour l'émouvoir. Or, le lecteur, a priori, n'a pas votre connaissance personnelle. Et souvent, maintenant, on met roman en couverture d'un livre pour beaucoup de choses qui sont parfois des autobiographies, parfois des mémoires, parfois des choses comme ça. Et donc, le lecteur ne sait pas ce que c'est, ne sait pas que c'est autobiographique et n'a pas d'après des faits réels ou d'après une histoire vraie, comme on voit au cinéma, qui est souvent une paresse de scénariste, pour se dire, bon, bah, c'est bon, tout ce qui a été écrit, c'est bien produit, je désactive mon esprit critique et je ne m'occupe pas de la vraisemblance. Si vraiment votre histoire est invraisemblable, il faut le dire. Par exemple, je parlais de Stendhal, dans Le Rouge et le Noir, le personnage de Mathilde a un tempérament assez moyenâgeux, assez chevaleresque, qui, dans un salon parisien de 1830, est complètement invraisemblable. Et là, Stendhal le dit, mais vraiment, il l'écrit, ce tempérament est un peu anachronique. Et il a bien fait parce que en 1830, nous, ça nous paraît si loin qu'on ne fait plus la différence entre un anachronisme et ce qui n'en est pas un. Mais en 1830, on pouvait peut-être se choquer d'un tel tempérament dans un tel lieu, dans telle circonstance. Et c'est pour ça que je vous cite, et je finirai par là, Coleridge, qui est un poète et un critique anglais de la fin du XVIIe et du début, non, de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, qui, c'est de lui contient la célèbre phrase, dont là que je vous cite en VO, la suspension volontaire et provisoire de l'incrédulité du lecteur, qui constitue pour lui la foi poétique. Parce que le lecteur, il faut vous mettre ça bien en tête, sa position mentale par défaut, c'est l'incrédulité. Et tant que vous ne le sortez pas de cette position pour lui faire croire n'importe quoi, mais s'il y croit, ça passera, votre livre n'existera pas. Et votre livre n'existera qu'à partir du moment où le lecteur s'en saisit, se l'approprie, le recrée avec son imagination, un peu avec la vôtre également. Et donc voilà, il faut tout faire pour essayer de créer une sorte d'illusion, de rêve, de mirage autour du lecteur, pour que le temps de sa lecture, il se dise je vis un conte de fées, en gros.
Voilà, les prochaines rencontres, donc, qui seront un peu plus pratiques et appliquées à des cas concrets, seront les suivantes. Le 24 mars, ça sera sur la partie inspiration, comment trouver un sujet, comment trouver un sujet qui est fait pour vous. Le 6 avril, c'est comment raconter une bonne histoire. C'est pas quelque chose qu'on sait faire, qu'on sait bien faire en France. Les Américains ont beaucoup plus de métiers en la matière et j'essaierai de vous transmettre 2-3 trucs à ce sujet. Et le dernier, le 21 avril, comment bien écrire. Donc en gros le style, la voix, le regard, les images littéraires, les clichés, tout ça en 45 minutes, si j'y arrive. J'organise un séminaire le week-end du 19 et du 20 mars sur spécial prototypage d'histoire. Donc si vous avez une idée et que vous ne savez pas comment la mettre en forme, c'est un séminaire intensif pour essayer que vous en sortiez avec une image très précise, un canevas très précis de votre histoire et un premier chapitre qui ressemble à quelque chose. Voilà, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire sur le site écrire.co. Il y a une remise de 50 € avec le code Paris j'écris. Et donc du coup avec la remise, c'est un séminaire à 199 €. Voilà. Je vous remercie. Avez-vous des questions? Oui. Ouais. À qui faire relire son livre? Moi, je l'ai envoyé qu'à la seule personne en qui j'avais confiance, qui est devenu mon éditeur. Voilà. Parce que d'une part, j'avais travaillé avec lui quand il était en stage, et j'avais travaillé avec lui parce que j'avais aimé ce qu'il écrivait. Il est également écrivain, et je me suis dit, on partage quelque chose. C'était évident pour moi, et je ne voyais pas à qui d'autre le faire lire. Après, je conçois que tout le monde n'est pas dans ce cas de figure, et c'est très dur de se faire relire. Parce qu'on ne sait pas ce que la vie vaut. Si vous le faites relire à vos proches et qu'ils vous aiment bien, ils vont essayer d'être bienveillants et de ne pas être trop cassants. Si vous le faites lire à des inconnus, ils vont être injustes et sévères, mais pas forcément à bon escient et pas forcément sur les bonnes choses. Parce que tout le monde, tout lecteur n'est pas un grand lecteur, c'est ça le problème. Tout lecteur n'a pas la notion des clichés, le sens du rythme et de la musicalité des phrases, ce regard hyper maniaque sur la structure d'une intrigue, sur la cohérence des personnages, sur ceci, sur cela. Enfin, il y a 1000 choses à regarder, à vérifier quand on lit un manuscrit, et personne n'est, enfin, à part les éditeurs, personne n'est fait pour ça en fait. Enfin, n'est préparé à ça. Et moi, ce que je propose à titre bénévole, c'est une relecture d'une dizaine de pages. En général, ça suffit à remarquer tous les défauts. Enfin, en fait, les défauts reviennent à toutes les pages en général. Donc il suffit de 10 pages pour donner un avis un peu informé sur un texte. Après, comme c'est que 10 pages, je peux pas juger de la cohérence d'une intrigue, la structure de l'intrigue, ce genre de choses. Mais le problème, c'est que personne ne s'intéressera à votre intrigue si c'est illisible. Et un éditeur ou un bon éditeur regarde ça en premier, en fait. Et le défaut de style est rédhibitoire. Quoi d'autre? Non, vraiment, je suis désolé j'avais mes coordonnées en début de présentation. Envoyez-moi un petit mail à thibaut@écrire.co.
Voilà, enfin, ce sera succinct mais utile.